Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble comment certaines techniques psychologiques peuvent influencer nos décisions, surtout dans la vente en fait. Absolument. L'idée, c'est de voir comment une première petite décision peut parfois nous geler, nous orienter pour la suite. Exactement. On va parler de cet effet de gel, mais aussi de l'amorçage, de la fameuse méthode des trois oui, et puis du leurre. Prêt? Allons-y. Alors, commençons par l'effet de gel, ou persévération comme on dit parfois. C'est quoi exactement? C'est assez simple. C'est notre tendance à nous accrocher à une décision qu'on a prise au début. Même si les choses changent après. Voilà. Même si les raisons de cette décision ne sont plus vraiment là. On reste cohérent, quoi. D'accord. Il y a une expérience très parlante, celle de la plage. On demande à quelqu'un soit juste l'heure, soit de surveiller une radio. Oui. Et quand un complice fait semblant de voler la radio, eh bien 95% de ceux qui avaient dit oui pour surveiller interviennent. Ah oui, quand même. Alors que seulement 20% de ceux à qui on a juste demandé l'heure réagissent. Incroyable. Le simple fait d'avoir accepté de surveiller. Exactement. Ça crée un engagement, une sorte de gel dans l'action. Et ça se retrouve ailleurs. J'ai lu un truc sur des investissements. Oui, tout à fait. Imaginez un groupe qui décide d'investir, disons, 10 millions. Ok. Plus tard, on leur apprend que la situation est moins bonne que prévu, il faudrait rajouter 5 millions. Et là, La majorité accepte. Ils ont déjà dit oui une fois. Ils persévèrent. Mais si on présente d'emblée le projet à un autre groupe en disant « Voilà, il faut 15 millions », 10 ont déjà été mis par d'autres et ça va mal, il faut en rajouter 5. là, ils refusent. Majoritairement oui. La décision initiale change tout pour le premier groupe. Et en vente, comment ça s'applique concrètement au téléphone, par exemple? Ah, c'est crucial en prospection. Au lieu de dérouler son pitch direct, la première question peut tout changer. Laquelle? Le classique, mais efficace, « Bonjour Madame Durand, j'espère que je ne vous dérange pas ». Ah oui. Si la personne répond « Non, non, ça va », elle a pris une micro-décision, celle d'écouter. Et l'effet de gel peut jouer. Et si elle dit oui, vous me dérangez ou pas le temps? Alors là, on peut tenter d'obtenir une autre décision positive pour le futur. Pas insister, mais proposer. Bien sûr, est-ce que je peux me permettre de vous rappeler? D'accord, pour avoir un oui pour plus tard. Exactement. On évite le « vous avez une minute » qui soit limite le temps, soit invite au refus direct. Intéressant. Cet engagement initial, ça me fait penser à une autre technique, l'amorçage. C'est quoi le principe? L'amorçage, c'est un peu plus subtil. En gros, 3 étapes. D'abord, on obtient une décision, un accord, mais en cachant une partie de l'info. Une omission ou un petit mensonge? Voilà, souvent une omission. Ensuite, après un petit délai, on révèle la vérité, l'info cachée. Et la troisième étape? On donne l'impression que la personne est libre de changer d'avis, mais l'engagement initial fait qu'elle a tendance à maintenir sa décision. Un exemple? L'expérience des étudiants pour un cours. On leur demande de participer à une étude intéressante. Ils disent oui. Sans savoir l'heure. Exactement. Quelques jours après, on leur dit « Ah, au fait, l'étude est à 7 heures du matin. Aïe. » Puis on ajoutera « Bon, c'est très tôt, on comprend si vous ne venez pas. Qui vient quand même ?» Et là, il y en a beaucoup plus qui viennent que si on avait annoncé l'heure dès le début. Ah ouais, c'est fort. Pareil, si on promet 50 € pour une expérience et qu'une fois l'accord obtenu, on dit finalement ce sera juste un café. Certains restent quand même, par cohérence avec leur premier oui. Donc, pour vendre un produit, disons, plus cher que la moyenne, Oui. l'idée serait de susciter l'envie d'abord, Mhm. d'obtenir une sorte d'accord de principe, avant même de parler du prix. C'est ça. On fait monter le désir. Et une fois que la personne est quasi décidée, là on annonce le prix, en lui laissant bien sûr la liberté de dire non. Tout à fait. Mais la probabilité qu'elle accepte est plus grande que si on avait affiché le prix d'emblée. C'est un peu comme la station-service qui affiche un prix bas, mais à la pompe c'est plus cher. Certains font quand même le plein. Une fois qu'on est là, d'accord. Bon, on a vu l'effet de gel, l'amorçage. Et cette fameuse méthode des trois oui. Ça marche vraiment, ça? L'idée qu'il faut trois oui pour obtenir le quatrième, celui de l'achat. Alors, le mythe à la vie dure, Mhm. mais souvent c'est très mal appliqué. L'exemple typique du vendeur de lave-vaisselle. Oui. Vous avez une cuisine? Mhm. Vous faites la vaisselle? Oui. Vous aimez qu'elle soit propre? Oui. Alors achetez mon lave-vaisselle. Là, on se sent un peu piégé, non? Exactement. Ça ne marche pas car les oui sont forcés. Il n'y a pas de vrai choix. Pour que ça ait une chance de fonctionner, il faut que chaque question offre une réelle alternative. Que le non soit une réponse possible et acceptable. Ah, d'accord. Un exemple. Plutôt que « vous voulez plus de clients », on pourrait dire
Actuellement, est-ce que trouver de nouveaux clients est une priorité pour vous? Ou bien, est-ce que vous préférez peut-être vous concentrer sur vos clients actuels comme certaines entreprises choisissent de le faire? Je vois. La liberté de répondre non est explicite. Voilà, c'est la perception de liberté qui compte. Compris. Et la dernière technique dont on voulait parler, le leurre, c'est encore différent de l'amorçage. Oui, c'est différent. Avec le leurre, on ne cache pas une info. On attire avec une super offre. Ok. On incite la personne à prendre une décision sur cette base. Je veux ça. Et ensuite? Ensuite, on lui dit: «Ah, désolé, cette offre précise n'est plus disponible, pour une raison X ou Y.» Mince. Et là, on propose une alternative, souvent moins avantageuse. Et ça marche. Ça augmente les chances que la personne accepte l'alternative. L'exemple classique, c'est les soldes. Vous voyez une paire de chaussures géniales en vitrine, super prix. Je fonce. Vous entrez, vous demandez votre pointure. «Ah, désolé, on ne l'a plus dans ce modèle. Mais regardez celui-ci, il ressemble beaucoup, il est de la nouvelle collection.» Et comme j'étais venue pour acheter des chaussures, Bah, la décision initiale, je veux des chaussures, persiste et vous êtes plus enclin à acheter l'autre paire, même non soldée. Pareil au restaurant avec le menu attractif affiché dehors, mais une fois assis, on apprend qu'il n'est valable que le midi. Certains restent et commandent à la carte. d'accord. Donc, finalement, que ce soit l'effet de gel, l'amorçage ou le leurre, tout ça repose sur le poids de notre première décision, notre besoin d'être cohérent. C'est exactement ça. L'engagement initial et une certaine inertie dans nos choix. Ce sont des outils psychologiques. Et d'ailleurs, ils sont souvent combinés. Il faut les connaître donc. Indispensables. Autant pour un vendeur qui veut les utiliser, éthiquement, on l'espère, que pour un acheteur qui veut éviter de tomber dans le panneau et prendre des décisions plus rationnelles. La vente persuasive, c'est souvent un assemblage de techniques adaptées. Et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Maintenant qu'on a un peu plus conscience de ces mécanismes, comment est-ce que ça pourrait changer notre façon à nous de décider au quotidien, même hors contexte d'achat, hein? Bonne question. Être plus vigilant sur nos propres oui initiaux, peut-être. Voilà, matière à réfléchir. Si vous souhaitez approfondir ces stratégies de vente et voir comment les appliquer pour améliorer la performance de vos équipes commerciales, n'hésitez pas à contacter Philippe Massol. Il est sur LinkedIn et sera ravi d'échanger avec vous. Merci de nous avoir écoutés.